sont que des énigmes. Et cela vaut autant pour les êtres que pour les œuvres d'art. Et je pense que, pour moi, le dessin de Seurat, La femme à la voilette, qu'il a exécuté entre 1882 et 1884, en est un exemple frappant. Seurat meurt très jeune, après avoir fait des chefs-d'œuvre comme Un dimanche après-midi à la Grande Jatte, La Parade, Le Cirque. Quand il a à peine 20 ans, et au moment d'ailleurs où il quitte les Beaux-Arts, il travaille intensément le dessin en jouant des contrastes de l'ombre et de la lumière, à tel point qu'il arrive à une extraordinaire maîtrise du noir. Et on a parlé des noirs de Seurat comme quelque chose de remarquable, et certains en ont été jusqu'à le comparer à Rembrandt, Goya, Daumier. À ce moment-là, il y a une grande attention portée au dessin chez les artistes plasticiens, et Seurat est loin d'être le seul. Par exemple, il y a Odilon Redon, il y a les monotypes de Degas, mais il apparaît que Seurat témoigne d'une telle économie de moyens, et moi je parlerai plutôt du dépouillement essentiel de ses dessins. Parce que quand on regarde cette femme à la voilette, on voit que tout se joue entre deux masses de noir, et que de la voilette, Seurat va faire une sorte de masque, même je dirais presque une sorte de petit casque de ténèbres. Quand j'ai vu moi cette sorte de chose extraordinaire, de cette ombre sur le visage de cette jeune femme, j'ai pensé à ce qui se passe aussi dans la Médée de Delacroix, quelques 40 ans avant, avec cette visière d'ombre dont Delacroix part son personnage, à ceci près que, curieusement, le petit casque de ténèbres que porte cette jeune femme est beaucoup plus inquiétant pour moi que la visière d'ombre qu'a la Médée de Delacroix. Cette figuration ne renvoie à aucun drame, à aucune histoire derrière. Et même on pourrait dire qu'il n'y a rien de réaliste dans ce dessin. On a été amené à penser qu'elle est assise dans une voiture découverte. Il n'y a rien non plus d'évocateur, comme on pourrait le penser en rapprochant ce dessin du poème de Baudelaire à une passante. De la même façon, il n'y a rien de mystérieux, même à la manière d'Odilon Redon, qui est quand même contemporain de Seurat. Je suis frappée néanmoins par l'intensité, l'extrême intensité qui ressort de ce dessin, et l'énigme est là, dans le fait que ce dessin, cette frêle silhouette, s'impose comme une sorte d'incroyable centre d'énergie, comme une sorte de centre de gravité qui tient tout l'espace autour de lui. Au-delà même de la force du dessin lui-même, pourquoi cette jeune femme exerce pour moi une telle fascination? Et il me semble que ce centre de gravité, c'est en quelque sorte l'obscurité du désir dont cette jeune femme me paraît tout entière habitée. Justement, ce désir dont l'obscurité et la puissance commencent justement à hanter l'essor de la société industrielle en train de se mettre en place. Et ce qui, moi, me fascine dans ce dessin, c'est l'irréductible du désir humain que Seurat me semble avoir saisi là, et d'ailleurs près d'une vingtaine d'années avant que Freud ne nous en dise l'importance décisive. Comme si ce dessin nous incitait à reconnaître dans le désir une sorte d'équivalent de cette matière noire dont on connaît l'importance mystérieuse dans la marche de l'univers. Un jour, en parlant du désir, Breton a cette expression, cette image splendide, il parle
de l'infracassable noyau de nuit. Moi, il me semble que ça pourrait être presque le titre de ce dessin. Seurat, là, nous montre qu'il n'y a pas de grands dessins, il n'y a pas de grands tableaux, sans nous faire voir ce que jusqu'alors on n'avait jamais encore vu de l'énigme du monde. Et je crois que, pour moi, cette femme à la voilette en est un exemple bouleversant. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.